je chie sur tout le monde. Voilà, comme ça c'est réglé. Et il n'y a pas de communauté qui me fasse peur. Et il n'y a qu'une communauté qui me plaît, c'est la République. J'ai arrêté de croire à la culture, je ne sais pas comment vous dire. J'ai arrêté de croire qu'en balançant du fumier sur la tête des pauvres, ils allaient combler l'écart avec les riches. François-Michel Lambert a quitté le groupe il y a un an. Il estime qu'il n'avait pas la main sur les débats. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter. C'est assez culotté de réfléchir à un ministère de la Culture parce qu'il n'y a eu que 3 expériences de ministère de la Culture dans le monde. Une chez Hitler, une chez Mussolini et une chez Staline. Je ne sais pas si vous comprenez le truc, c'est qu'un ministère de la Culture, c'est un concept totalitaire. Il ne peut pas y avoir de ministère de la Culture dans une démocratie, c'est pas possible, c'est pas compatible. Le ministère de la Culture, ça veut dire que c'est l'État qui dit le sens d'une société, ce qui est une définition possible du totalitarisme. Alors eux se disent, un ministère de la Culture chez Hitler, c'est un ministère qui contrôle effectivement les effets de sens d'une société. Et donc ils se disent, il doit y avoir moyen de récupérer ce concept dans une démocratie, il faudrait l'adapter, il faudrait que ça soit un ministère de la Culture démocratique. J'ai arrêté de croire à la culture. Je me suis dit que c'était une espèce de religion, si vous voulez, la religion de la gauche, enfin une espèce de nouveau sacré. Cela doit cesser. Nous travaillons avec les plateformes en ligne et nous les encourageons à renforcer leurs efforts de lutte contre la désinformation. Les plateformes facilitent l'accès aux sources officielles et elles rétrogradent ou suppriment les contenus préjudiciables ainsi que les annonces trompeuses et abusives. Mais il faut aller plus loin. Les entreprises du secteur des médias sociaux doivent partager les informations avec la communauté des vérifications des faits, les fact-checkers. Afin qu'ensemble, nous puissions démanteler ces rumeurs dangereuses. Nous continuerons à suivre de très près les mesures prises par les plateformes. Nous voulons aussi vous aider à vérifier les faits. Oui, j'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Elle nous dit aujourd'hui que ce sont des paroles sorties de leur contexte et tronquées. Ça veut donc dire qu'elle a bien prononcé ce segment de phrase qui est quand même un peu embarrassant. Mon cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas ? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça ? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans ? Vous voulez dire sur le chômage aux gens ? Vous me disiez que ça ne vous choque pas, et même monsieur, que vous m'expliquiez que pour vous, mentir en politique, c'est normal, les bras m'en tombent, mais au moins c'est exactement ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit, mais au moins on voit très bien l'image que vous faites de la fonction politique. Benjamin Constant disait « la politique c'est l'art du vocabulaire ». Je ne sais plus qui c'est qui disait « l'homme s'attrape comme le lapin par les oreilles ». Enfin. Faites confiance à vos autorités sanitaires. Faites confiance à l'Organisation mondiale de la santé. L'État vient de mettre en place une commission d'enquête et une commission de suivi sur la gestion de crise, avec des députés de tous bords, nous dit-on. Commission présidée par qui? Par Richard Mutuel, conflit d'intérêts Ferrand. Mis en examen. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Juste ça. On nous met à la tête de la commission d'enquête sur une crise sanitaire majeure, où l'État n'a pas été capable de protéger ses soignants, où on a des soignants qui sont tombés, où on ne nous donne toujours pas le chiffre des soignants contaminés. Il y aura probablement des centaines de plaintes. On les gérera. On vous donnera un modèle de plainte. On vous mettra le service juridique de l'UFML à votre service. Il faudra que les gens soient jugés, il faudra qu'ils s'expliquent, parce qu'on a honte par moment de vivre ce que l'on vit. On a honte de la façon dont on traite nos soignants. On a honte de ce qu'on nous oblige à faire.
quand je vois certains d'entre vous qui sont obligés de se mettre des sacs poubelles pour faire des surblouses. On a honte de recevoir des masques qui sont datés de 2001, où on nous dit qu'ils sont valables. Quel test a été fait dessus? Quel test en inspiration? Quel test en expiration? Qui nous dit qu'ils sont valables? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début de la crise, on nous dit « Ah mais écoutez, vous regarderez l'aspect du masque, sa couleur, l'aspect de la boîte et l'aspect de l'élastique. » On se fout de la gueule de qui? Faites confiance à vos autorités sanitaires. Faites confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Et ces gens-là qui ont décidé ça, ces gens-là qui nous forcent à vivre ça, qui nous forcent à vivre, à mettre nos vies en danger, qui nous forcent peut-être à être contaminés et à contaminer ensuite nos familles, ces gens-là pensent en réchapper? Et toujours dans le domaine de la santé, les urgences pédiatriques tirent la sonnette d'alarme. Le personnel soignant s'inquiète de l'état de santé des urgences. Dans les hôpitaux parisiens, de nombreux enfants sont envoyés dans les hôpitaux de Lille ou de Rouen, faute de place. Et on en parle avec sur ce plateau Christophe Prudhomme, porte-parole. On demande 5% d'augmentation du budget. 5%. Quand c'est pour l'armée ou pour la police, on les trouve. On les trouve pas pour l'hôpital. 5%, c'est 4 milliards. C'est pas 300 millions. Qui plus est, elle jongle avec les chiffres. Elle prend d'un côté pour donner de l'autre. Faut qu'ils arrêtent de nous mentir et de nous mépriser et de se foutre de nous. J'utilise les mots forts, y compris mes collègues qui ont été reçus vendredi après-midi, ont claqué la porte. Madame Buzyn ne les entend pas. Justement. Donc ils nous mentent en permanence. C'est-à-dire que c'est clair, il y a une loi de finances de la sécurité. Comment vous dire, quand les socialistes vont faire un des trucs les plus graves de leur histoire, la désindexation des salaires sur les prix, ceux qui ont mon âge, nos salaires augmentaient mécaniquement tous les mois, d'accord. Les socialistes vont casser ça en 83, d'accord. Les prix vont continuer à augmenter, mais les salaires vont se mettre à stagner. Ça gêne plus personne d'avoir le même salaire, d'avoir tous les mois d'avoir le même salaire, ce qui dans les années 70 était simplement impensable. Comment vous pensez qu'ils ont annoncé ça? Ils viennent d'être élus depuis 3 ans. Est-ce que vous pensez qu'ils ont dit gel des salaires ou blocage des salaires? Donc c'est Jacques Delors qui leur a soufflé le truc. Saint-Jacques Delors. Vous avez Saint-Rocard et Saint-Delors. D'accord. Dès qu'il y a une saloperie, c'est l'un des deux. Cherchez pas. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, du temps. Oui, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 10. Décembre 2007, les dirigeants européens signent le traité de Lisbonne. 2 ans plus tard, le traité n'est toujours pas entré en vigueur. Les 27 sont suspendus à la décision de la République tchèque, le dernier pays à devoir encore ratifier le texte. Je pense que c'est important, tous les changements sont importants et si la plupart des Européens sont pour, c'est que c'est bon pour eux. Le traité de Lisbonne est une très bonne idée, à la condition que nous devenions vraiment des Européens, ce que j'espère pour chacun d'entre nous. Qu'en est-il en France? La France, où le Parlement a ratifié le traité l'an dernier, après que les Français aient d'abord dit non par référendum. C'est sur l'Europe, bien sûr, mais est-ce que non, c'est pas par rapport à la Turquie, non, je sais pas. Il est prévu quand même l'élection d'un président, enfin, qui supervise un petit peu l'action et la politique européenne, voilà. Maintenant, on n'est peut-être pas assez informé sur la chose et effectivement, c'est peut-être ça le problème. Et donc, il aura soufflé le truc et Laurent Fabius a annoncé en 83, nous allons lancer une vaste politique de désinflation compétitive. Donc désinflation compétitive, c'est un synonyme de gel des salaires. Ça ne peut rien vouloir dire d'autre. Eh bien nous ne sommes pas descendus dans la rue. Non, la défla, au truc là. Donc vous voyez, il y a des mots qui nous font descendre dans la rue et des mots qui nous font rester chez nous. Près de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. Autour de Raymond, 61 ans, retraité de la mine, de prendre la parole. Vous dites que vous venez ici pour relayer les infos plus haut, c'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir,
c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Sous Giscard, là, il y avait de la censure. On a vraiment... Mais là, il n'y a jamais eu autant de chaînes de télé, il n'y a jamais eu autant de radio, on a l'impression que personne ne peut parler. C'est ça qui est drôle, contextuellement. C'est qu'on a moins de liberté qu'il y a 40 ans. Et alors les linguistes nous apprennent un truc extraordinaire, c'est qu'on pense avec les mots. Ça m'a bouleversé ce truc-là, parce que j'avais jamais réfléchi à ça. C'est pas le contraire, c'est pas je pense la réalité sociale et je fabrique des mots. Ça marche pas comme ça, moi j'ai jamais fabriqué de mots. C'est le contraire. Il y a des mots à ma disposition, d'accord? On appelle ça un vocabulaire. Et avec ces mots, je peux penser la situation. Alors évidemment, pour la même situation, si on m'enlève le mot qui la nommait, puis qu'on m'en met un autre à la place, je ne vais pas penser la situation de la même façon. Eux, à l'époque, quand on parlait des pauvres, on les appelait des exploités. Alors je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. On avait ce mot-là à la bouche dans les années 60, quand on était de gauche, quand on était éducateur spécialisé, prof, travail, enfin des trucs de gauche. On appelait ça des exploités. Et on avait ce mot à la bouche, mais 10 fois par jour. Les exploités par-ci, les exploités par-là, les exploités dans les usines, les exploités du tiers-monde, bref. Donc vous avez remarqué que ce mot a disparu. Et en tout cas du vocabulaire de la subvention, bien sûr. Et donc le pouvoir nous a fait comprendre que ça serait mieux dorénavant d'appeler ces gens-là des défavorisés. Bon. Alors regardez bien parce que c'est assez rigolo. C'est la même personne. On va prendre une femme au SMIC avec 3 mômes, le mari s'est barré, enfin tu vois, bien dans la merde, tout. Donc dans un cas, alors oui, il faut que j'explique ça. Exploiter, c'est un mot très très emmerdant pour le pouvoir, parce que c'est un mot processus. C'est-à-dire c'est un mot qui renvoie à un processus qui est l'exploitation. Ça va? Quand vous appelez quelqu'un ou quelqu'une une exploitée, ben, tout de suite vous cherchez qui est l'exploiteur. Comment il y a quelqu'un qui exploite cette femme, putain, où il est que je lui pète la gueule. Alors, le pouvoir nous dit maintenant c'est mieux d'appeler ça des défavorisés. Alors regardez bien parce que c'est très rigolo, dans un cas, cette femme a été exploitée par quelqu'un, dans l'autre, elle n'a pas eu de bol. Et défavoriser, c'est un état, ce n'est pas un processus. Vous ne pouvez pas penser le processus de la défavorisation. Il n'y a pas de défavoriseur en langue française, le mot n'existe pas. Personne n'a défavorisé. Alors, on appelle ça la naturalisation des rapports sociaux, c'est-à-dire les rapports de domination deviennent des choses naturelles. Okay. Donc elle est défavorisée. Je voulais qu'on y fasse. Genre, on va quand même pas aller faire chier le MEDEF parce que cette conne n'a pas de peau. Bon, et ben il y a les inclus et les exclus. Tu vois, exclueur, c'est pas un mot processus, c'est un mot état. Vous ne pouvez pas penser, il n'y a pas d'exclueur en langue française. Okay, moi je m'en fous, moi je suis inclus, les autres c'est pas ma race, enfin, tu comprends les trucs. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures là qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la lune. Il y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, laissez-moi finir, vous maintenant. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et donc si vous acceptez d'appeler cette personne une défavorisée plutôt qu'une exploitée, alors le pouvoir va accepter de vous donner de l'argent pour travailler avec. Parce que le pouvoir sait que vous n'allez pas travailler de la même façon avec une personne si vous pensez qu'elle est victime d'un exploiteur ou simplement qu'elle n'a pas eu de bol. Dans un cas, ça c'est aujourd'hui, vous allez éventuellement chercher à être utile au dominé. Dans l'autre cas, ça c'est quand on était petit, vous auriez cherché à être nuisible au dominant. C'est pas la même façon d'envisager le travail social, je sais pas si vous me suivez un peu. Et donc voilà. Alors, nous ne sommes pas obligés d'utiliser ces mots. Hein. Mon spectacle Ingérable parle de la société française, en grande partie. Du faux vivre ensemble qui nous a été imposé
et qu'on a du mal à mettre en place en fait. Et maintenant on est dans une société où j'ai l'impression qu'il faut dire les choses, quoi. Moi je peux pas laisser des gens dire des absurdités comme en ce moment c'est le cas partout sur les plateaux télé. Moi j'ai pas l'impression que les Français ils soient autant divisés que ce que je vois à la télé. Je pense que les Français nous sommes un peuple, on vit ensemble. Mais si vous voulez, il n'y a pas seulement prolifération, il y a une stratégie. Derrière la langue de bois. Bien sûr, il y a des équipes qui travaillent. Je ne suis pas dans le secret des communes. Non mais là vous êtes un peu théorie du complot là. Oui, alors il y a 2 erreurs par rapport à la théorie du complot. La Oui. première c'est d'en voir partout, la deuxième c'est d'en voir nulle part. Bon. Quand il faudra poser la question aux communicants de l'Élysée, mais enfin quand les journalistes doivent parler de croissance négative et ne jamais citer le terme de récession, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en rigole? Et s'ils pensent à ça, est-ce que c'est pas parce qu'ils savent que ça produit des effets? Et évidemment, ça produit des effets parce que la croissance négative, c'est magique. C'est toujours de la croissance. C'est juste qu'elle est négative. C'est formidable, d'accord? C'est pas une récession. Je veux dire, on pourrait passer les frappes chirurgicales, les dégâts collatéraux. Bon, là, j'ai rencontré dernièrement un monsieur. Il vient de se faire décruter. Il s'est pas fait licencier, il s'est pas fait virer, il s'est fait décruter. Mais c'est complètement orwellien. La bonté, le contraire de la bonté, il n'y avait pas la méchanceté, il y avait la imbonté. Voilà, oui, il avait. Orwell raconte donc Oui. on enlève mauvais, on garde bon et bon. On est Imbonté, exactement dans cette manipulation de langage. Alors, je vous ai effectivement amené 16 mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose. Démonstration. C'est-à-dire, ça produit des effets de sens. Et donc, je vous propose ici peut-être qu'on organise un petit débat entre nous. Donc, vous êtes d'accord, vous me faites confiance. Totalement. Ils sont battus et donc moi je souhaiterais dans le cadre de ce débat sur Arte revenir sur une notion qui, vous m'en donnerez quitus, me paraît essentielle. Et c'est la question du contrat que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du développement. Pourquoi penser aujourd'hui les logiques de développement dans l'esprit d'un contrat? Mais pour une raison au fond assez simple, c'est que dans l'espace désormais incontournable du local, il nous faut inventer des partenariats qui soient avec les acteurs, des partenariats qui soient garants de la démocratie, c'est-à-dire qui installent, qui assoient, je dirais, cette démocratie sur un véritable diagnostic partagé qui relève le défi de la décentralisation en prenant en compte la question du lien social. La question du lien social, à l'heure de la mondialisation, excusez-moi de vous le dire, elle est bien mal en point. Mais elle est mal en point pourquoi? Mais parce que la question du lien social, aujourd'hui, c'est dans la proximité qu'il faut la relever. Excusez-moi. Et dans la proximité, la question du lien social et de la mondialisation, c'est tout simplement la question interculturelle. Alors moi, je pense que ce beau vocable de citoyenneté, aujourd'hui, nous devons l'appliquer aux habitants eux-mêmes et avec les habitants mettre en place des logiques de participation et au fond, pour un homme politique ou pour une nation tout entière, quel plus beau, quel plus magnifique projet. Si on devait débattre entre nous, je vous demanderais de me poser des questions. Donc François Rollin, vous voulez prendre 2 mots? Oui. Et puis vous me bricolez une question avec ça. Enfin, vous faites une phrase, ça va le faire. Hein, donc, oui, bien sûr, mais vous avez évoqué très rapidement le partenariat, mais dans le cadre de la mondialisation, vous ne l'avez pas resitué précisément. C'est la question centrale. C'est la question. Moi, je suis très heureux que vous m'ayez posé cette question, parce qu'effectivement, c'est la question centrale. Alors, j'ai bien une idée sur la réponse, mais je préférais que ce soit Christophe qui vous réponde. Alors, est-ce que vous voulez tirer 2 papiers pour faire une réponse à François Rollin? Christian, d'abord. Christian. Voilà, et après... Donc cette fois-ci, c'est une réponse que vous faites. Hein. Il pose effectivement la question qui est une question très complexe. Hein, Je ne le laisserai pas oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien retenu la ça n'a aucune importance, vous avez bien compris. Mais moi, ma véritable solution, ce serait un vrai contrat de participation. Je ne l'aurais pas mieux dit. Et ben voilà. Démonstration. Ça s'appelle des effets de sens. Et en fait, implacable. Le problème, c'est que... Et après, ça va être sûrement à vous d'en dire. Vous faites mon boulot, là. Vous êtes en train de faire mon boulot, en plus. C'est vrai. C'est vrai. Et je dirais juste ça, c'est que cette langue, on ne l'utilise pas dans la vie courante. Vous êtes d'accord? Quand vous invitez des amis, vous ne leur proposez pas de venir faire une séance de lien social, d'accord? Donc c'est une langue qui détermine nos relations institutionnelles, nos relations à des institutions, nos relations professionnelles, toute la folie du management, ok? Les collaborateurs, d'accord, et puis évidemment la langue politique, mais on pense toujours trop souvent que à celle-là. Je veux dire, la langue politique, c'est l'homme politique à la télé, etc. Mais je veux dire, dans le monde de l'entreprise, ce langage est en train de détruire jusqu'au métier. Et donc,
est en train de détruire le syndicalisme. Vous vous rappelez du référent bondissant? Oui. Hein, donc l'entreprise, la vie politique, mais... L'éducation nationale, il n'y a plus d'échec scolaire, c'est fini, c'est interdit. Il y a de la réussite différée. Ben, c'est ça, c'est des oxymores sublimes. C'est intéressant que vous disiez bienveillance, parce qu'un des problèmes qu'on a politique aujourd'hui, c'est l'incapacité ou le refus de désigner des adversaires. Je veux dire, d'accord? Parce que dès que vous osez désigner un adversaire, immédiatement, on vous dit vous êtes négatif, hein, vous n'êtes pas bienveillant, quelque chose qui... D'accord? Et ça, c'est un... Enfin, il n'y a pas de politique sans désignation, il n'y a pas de démocratie. Sans désignation de l'opposant. Et Franck Lepage, vous animez, vous continuez à animer régulièrement vos ateliers de désintoxication. Pas seulement, on apprend à résister au management, à éducation la démarche populaire. Qualité. Oui, on est. Et ce qui est intéressant dans le bouquin de l'altergouvernement, là, où celui-ci, il y a 18 personnes qui ont été sollicitées pour faire un projet de ministère, c'est que vous n'avez pas de langue de bois précisément. Parce que c'était pas la peine. Et donc c'est assez intéressant de voir comment vous avez là 18 projets de ministère dont les ministres actuels seraient quasiment incapables, enfin n'oseraient jamais proposer des choses pareilles, quoi. Parce que là, on appelle un chat, quoi. Merci pour cette langue vraie, en 28 minutes à tous. On se mélange, il y a du métissage. Quand je regarde la télévision française, j'ai l'impression, honnêtement, qu'on est une bourgade de Daesh, quoi.